Et on parle de ces élections aux États-Unis avec notre invité du 19h. Nous rejoint ce soir Hicham Lahmisi, analyste géopolitique et secrétaire de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Bonsoir, le plaisir est partagé. Hicham Lahmisi, vous venez de voir avec nous le sujet signé Karim Bouaziz. Est-ce qu'on doit s'attendre, selon vous, à un réel tournant de la politique américaine pour ces élections du 5 novembre ? Alors, tournant, si vous parlez de la politique étrangère, il faut regarder qu'au-delà des deux candidats, on a aux États-Unis ce qu'on appelle le deep state, c'est-à-dire un État profond qui marque, entre guillemets, les grands jalons de la politique étrangère américaine, et cela quel que soit le candidat. Ceci dit, avec Trump, on a quand même quelque chose de nouveau que l'on a déjà connu sous sa présidence, c'est le fait qu'on ait en fait un candidat qui se destine à être président, entre guillemets, à 100% dans le sens où il souhaite mettre en avant sa politique étrangère tel qu'il le conçoit, tel qu'il l'imagine, et en ce sens, il était déjà en conflit avec ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire en gros les services secrets, surtout le lobby de l'armement, etc. Et en ce sens, on peut penser qu'il existerait quand même des orientations très différentes selon le candidat. Kamala Harris, qui certainement sera dans la continuité de la politique actuelle, c'est-à-dire continuation du conflit en Ukraine à travers des livraisons d'armes importantes, et très certainement peu de changements sur ce qui est engagé aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est-à-dire le laisser-aller quant à la politique de génocide menée par Israël. Avec Trump, ce qui est certain, c'est qu'il y aura probablement une inclinaison importante concernant le dossier ukrainien et possiblement une voie de sortie. Et concernant le Moyen-Orient, on a plutôt affaire à une inconnue avec des hypothèses multiples. Hicham Lahmisi, la campagne électorale des deux candidats a été digne, on peut le dire, d'un film hollywoodien. On a vu une démocrate, je parle de Kamala Harris, et un Donald Trump républicain qui n'ont manqué aucune occasion de se tacler, parfois même avec des mots très, très crus. Ça, c'est quelque chose qui est assez classique aux États-Unis, c'est-à-dire la dimension spectacle, elle est beaucoup plus prononcée aux États-Unis que dans d'autres régions du monde. Ça, c'est vraiment propre au système américain, et en cela, il n'y a rien de véritablement étonnant. Mais ce ne serait pas un signe de crise politique? Ce ne serait pas une espèce de diversion? Alors, diversion en ce sens où les vraies questions n'ont absolument pas été abordées durant la campagne, ou alors très très peu, c'est-à-dire les vraies questions qui sont les vraies questions économiques, les questions de criminalité extrêmement fortes aux États-Unis, l'absence de sécurité sociale performante, la réduction de l'espérance de vie aux États-Unis. L'espérance de vie moyenne aux États-Unis aujourd'hui, elle est de 76 ans. À titre de comparaison, l'espérance de vie moyenne en Algérie, c'est 79 ans. Donc 3 ans de plus en Algérie par rapport aux États-Unis, ce qui surprendra beaucoup de téléspectateurs. Ensuite, sur le volet de la question du risque nucléaire, avec la montée des tensions en direction de la Russie et de la Chine, on a eu très peu de débats. Et hormis Trump, qui a mis en avant le risque potentiel d'une troisième guerre mondiale, auquel il cherche à s'opposer, d'après ses dires, par tous les moyens, n'a pas eu de débat digne de ce nom, et ça ressemblait beaucoup plus à un spectacle. Oui, justement, vous parliez de Donald Trump qui parlait d'une potentielle troisième guerre mondiale. Hier, lors de son meeting à Charlotte, en Caroline du Nord, il a appelé ses partisans à voter comme lui, comme un acte de libération, en présentant son pays comme un pays occupé. Alors, Trump, aujourd'hui, se présente, entre guillemets, comme le candidat du peuple, le candidat de la plèbe, en fait, face à l'État profond et à des élites militaro-financières, pour les résumer,
qui aurait pris en fait en otage la démocratie américaine. C'est-à-dire que Trump surfe sur l'idée que lui cherche à rétablir une véritable démocratie, c'est-à-dire que derrière le choix des électeurs, eh bien, il y ait la mise en place d'un programme qui réponde aux besoins essentiels des habitants et pas en fait quelque chose qui soit tenu par les élites, notamment new-yorkaises et californiennes, qui imposent un agenda, notamment sur les questions sociétales ou les questions internationales, qu'en réalité, les Américains n'ont jamais voulu. On peut prendre le cas de la guerre en Ukraine. La grande majorité des Américains sont totalement opposés à l'orientation politique des États-Unis et le soutien total à l'Ukraine et sont particulièrement critiques, beaucoup plus par exemple que les citoyens européens. Et donc Trump est vraiment dans l'idée que lui va être le candidat du peuple, le candidat de la réhabilitation de la démocratie américaine contre justement cette espèce nouvelle aristocratie qui a confisqué la réalité de la démocratie aux États-Unis. Donc on a un Donald Trump qui mise toujours sur l'immigration comme lors de son premier mandat. Et de l'autre côté, on a Kamala Harris qui a utilisé une espèce de stratégie qui est axée sur les minorités. Elle a essayé de faire une sorte de tentative de séduction des minorités, que ce soit les minorités afro-américaines, latino, arabes, musulmanes et asiatiques. Pensez-vous qu'elle arrivera à convaincre cet électorat qui penche, lorsqu'on sait que cet électorat penche de plus en plus vers Trump ou encore vers l'abstentionnisme? Alors, ce qu'il faut regarder, c'est qu'effectivement, le tableau que vous dressez est bel et bien réel, c'est-à-dire qu'à travers l'opposition entre Trump et Kamala Harris, on a une opposition aussi de deux Amériques, c'est-à-dire d'un côté, pour Trump, une société américaine blanche déclassée, qui a longtemps été, j'allais dire, exclusivement aux manettes du pays et qui a vu son influence bien décliner durant ces dernières décennies, et Trump mise énormément sur ce volet-là, et de l'autre côté, Kamala Harris qui représente en quelque sorte l'Amérique des minorités, mais aussi l'Amérique des villes ou des régions côtières des États-Unis, c'est-à-dire la côte Est et la Californie, qui profitent en fait de la mondialisation, là où l'électorat populaire blanc a énormément perdu à cause de la désindustrialisation. Il y a cet élément-là à prendre en considération. Il y a aussi une opposition sociétale entre Trump, qui représente les valeurs dites traditionnelles, et Kamala Harris, qui est dans la logique, vous savez, de cancel culture, ce qu'on appelle culture woke, mise en avant de minorités sexuelles, autres types de minorités. Cependant, les minorités ne sont pas toutes acquises à la cause démocrate. Il faut par exemple prendre un élément, c'est que pendant la présidence de Trump, par exemple, si on prend la population noire afro-américaine, elle a vu pour la première fois depuis quasiment 30 ou 40 ans son niveau de vie relativement ou légèrement s'améliorer, alors qu'à l'époque d'Obama, par exemple, le niveau de vie des Afro-Américains avait particulièrement baissé. Donc, on est dans un paradoxe un peu surprenant. Et autre chose, parmi les minorités, on a les minorités hispaniques, dont une part est relativement proche de Trump, pour des raisons liées notamment à la défense des valeurs dites traditionnelles, même s'ils sont opposés à Trump par rapport à sa politique migratoire. Et puis surtout, est-ce qu'il y a de nouveau, et qui va certainement jouer un rôle prépondérant, voire décisif dans l'élection, c'est la position de la minorité arabo-musulmane, qui manifestement, alors que c'est qui représente 4 millions d'électeurs. 4 millions d'électeurs. C'est un électorat qui était acquis à la cause démocrate, qui aujourd'hui se tourne manifestement vers Trump en raison de la politique génocidaire que les États-Unis continuent de soutenir à travers la livraison d'armes en continu à Israël. Eh bien, cette population arabo-musulmane aujourd'hui est en train de se tourner vers Trump, et étant donné sa concentration dans quelques États, et notamment le Michigan qui est un État pivot, c'est-à-dire un swing state, où la population arabo-musulmane, l'électorat représente entre 10 et 20% de la population de cet État. Cet État du Michigan risque d'être décisif, et il y a quelques jours, Trump a largement communiqué sur une rencontre avec les représentants des communautés arabes et musulmanes des États-Unis, et tout particulièrement du Michigan. Ces derniers ont appelé à voter massivement pour Trump, en déclarant qu'il s'était accordé dans l'idée d'un certain nombre d'engagements de Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza,
et je vous donne une information qui n'a pas été forcément médiatisée, Trump a appelé il y a environ une semaine Benjamin Netanyahou pour lui déclarer qu'une fois qu'il sera président, il insiste pour que la guerre à Gaza soit terminée avant son investiture. Kamala Harris a fait de même. Kamala Harris aussi a promis que si elle arrivait à la Maison-Blanche, elle mettrait fin au génocide à Gaza. Oui, sauf que Kamala Harris est aux manettes et elle est vice-présidente. Elle n'est pas simplement, j'allais dire, députée ou simple fonctionnaire. Elle est vice-présidente. Et en l'occurrence, quelles que soient ses déclarations sur le terrain, elle n'a absolument rien fait. Et fait notoire, depuis le revirement de Trump, en quelque sorte, sur la question du Moyen-Orient, revirement relatif, entre guillemets, Kamala Harris n'arrête pas d'appeler à la mobilisation du vote juif en sa faveur. Une dernière question, un dernier mot rapidement sur l'économie. Quel programme est selon vous le meilleur ? Alors, de mon point de vue, il est difficile de dire quel sera le programme le meilleur. Ce qui est certain, c'est que sous la présidence de Trump, les milieux populaires aux États-Unis ont vu, pour la première fois depuis les années 70, leur niveau de vie légèrement augmenter. Pourquoi ? Parce que Trump est dans une logique de défense, entre guillemets, du capitalisme traditionnel, c'est-à-dire capitalisme industriel. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour la lutte contre les inégalités, mais il veut que l'on produise aux États-Unis, il veut défendre un marché industriel américain qui a été détricoté par les présidences précédentes qui étaient plutôt dans une logique de capitalisme financier. Et en l'occurrence, pour la population américaine moyenne, d'un point de vue économique, la victoire de Trump leur sera beaucoup plus bénéficiaire, en tout cas de mon point de vue. Et par rapport au conflit russo-ukrainien ? Alors par rapport au conflit russo-ukrainien, il est certain que le pragmatisme de Trump sera plutôt positif dans l'optique d'un règlement de conflit, mais il ne faut pas non plus rêver, l'État profond est très présent aux États-Unis. J'insisterai plutôt sur l'idée qu'en cas de victoire de Trump, le conflit ne déborde pas plus que cela, c'est-à-dire que l'on ne se dirige pas dans une logique de confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, là où il est certain que la victoire de Kamala Harris nous mènera très certainement à une logique d'affrontement direct entre les États-Unis et la Russie. Merci beaucoup Hicham El Hamisi d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt.